Je vous propose qu'on enchaîne directement avec Nina Lachia, qui est donc chargée de recherche. Je ne connais pas son titre, désolé. Ingénieur de recherche au sein de la chaire agrotique et qui est plus particulièrement responsable de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, donc qui est un des pans d'activité de la chaire et un de ceux que moi en tout cas je consulte avec chaque fois grand intérêt. Donc l'idée c'est que ce matin on a balayé en revue plutôt les technologies, on a eu un discours assez technique. Là l'idée c'est de se positionner plutôt du côté utilisateur et de se poser la question des usages. Donc en transition vers l'après-midi où là on fera parler des retours terrain et des utilisateurs. Donc, Nina, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour. Donc effectivement, moi, je vais faire un point un peu global sur les usages des systèmes de géolocalisation. Je vais notamment me centrer sur les systèmes de géolocalisation embarqués et puis les systèmes de correction qui existent. En premier chiffre d'usage, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est un petit sondage, vous l'avez peut-être vu passer, un petit sondage réalisé par Ternet il y a 2 ans qui demande aux agriculteurs d'évaluer est-ce que vous utilisez plutôt du DGPS, donc on parlerait peut-être plutôt de DGNSS ou du signaux RTK. Et on avait obtenu ce type de chiffre, donc en gros à retenir, c'est qu'on a presque un agriculteur sur 2 qui serait équipé d'après ce sondage de systèmes de géolocalisation. Et puis finalement, on a vraiment les 2 types de signaux qui se retrouvent entre le DGNSS et le RTK avec une majorité en DGNSS. Donc l'objet de ma présentation, là, c'était un peu de faire le point. Est-ce que c'est toujours des chiffres qu'on constate actuellement? Est-ce que c'est la même chose selon les filières? À quoi ça sert, etc. Donc voilà les questions. Est-ce que c'est d'actualité? Pourquoi faire? Et puis aussi, c'est quoi les freins et les facteurs d'adoption qui vont faire qu'on va adopter telle ou telle solution? Alors pour répondre à ces questions, on s'est penché sur ce sujet depuis 3 mois et on a adopté une méthodologie donc assez classique pour ceux qui connaissent nos différentes études, on a un peu le même type de procédure. Donc d'abord une phase forcément de biblio, scientifique, technique, c'est un sujet assez complexe, c'est pas évident d'y retrouver. On a aussi travaillé sur les forums d'agriculteurs pour voir comment en parlaient les utilisateurs de ces solutions-là, les questions qui se posaient. Et puis on a réalisé une phase d'entretien, d'enquête auprès de fournisseurs d'équipements, de services, des distributeurs, des réseaux, etc. Et aussi on a travaillé avec la junior entreprise de Montpellier Subagro, donc qui se présentera tout à l'heure. Donc déjà, je les remercie déjà maintenant si je ne pense pas tout à l'heure, mais qui ont travaillé avec nous sur une enquête qu'on a réalisée auprès de conseillers en agroéquipement. Donc, qui font partie notamment de la FNQMA, et qui ont répondu à une enquête quantitative. On a eu 23 réponses, et puis ces étudiants ont aussi appelé ces personnes pour avoir leurs ressentis, leurs avis sur les usages, etc. Donc voilà, l'objet de ma présentation, c'est ces différents résultats. Donc c'est une vision que je partage avec vous. Évidemment, je n'ai pas pu contacter tout le monde. Si après cette présentation, vous avez des témoignages à faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, et pour rappel, donc là on est à la restitution de ces résultats et je ferai une infographie synthétique de ce qu'on pourra voir, ce qu'on aura vu de la journée et les résultats de l'étude que je diffuserai sur Internet. Donc première question, est-ce que c'est d'actualité sur le terrain? Le premier résultat que je partage avec vous, c'est un des résultats de l'enquête auprès des conseillers en agroéquipement. Et effectivement, en moyenne, quand on leur a demandé d'après eux si les agriculteurs étaient équipés, on a un peu le même genre de chiffres qu'on a dans le sondage que j'ai montré en introduction. C'est-à-dire qu'on a à peu près... On a en gros moins de la moitié des agriculteurs qui sont équipés en récepteurs GNSS. Sachant que ça dépend de la région. J'ai représenté sur une carte de France les types de réponses qu'on a obtenues. On a des endroits où, d'après les conseillers, on a quasiment les 3/4 des agriculteurs qui sont équipés. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire tout le monde est équipé. D'autres qui vont dire ah non, c'est vraiment ponctuel. D'autres qui vont dire c'est plutôt un quart, voire la moitié. Donc on a des différences selon les régions. Qui vont dépendre forcément de la filière concernée. Est-ce qu'on est plutôt sur une région de grande culture, de maraîchage, d'arboriculture, etc. Et puis forcément, ça dépend aussi de l'échantillon que nous, on a pu toucher. Mais voilà, c'est quand même un résultat, je pense, qui est intéressant de partager avec vous. Et aussi, on a aussi posé la question à ces conseillers, est-ce qu'ils avaient un avis à l'échelle de la France? Et en fait, la réponse était non, il y a quasiment personne qui n'avait de vision terrain de ah oui, ça c'est une technologie qui est utilisée à l'échelle de la France. C'était vraiment sur des échelles régionales. La deuxième question qu'on leur a posée de façon complètement libre, c'est pour vous, avez-vous des exemples de systèmes utilisés sans les guider? Et voilà les mots qui sont apparus. Donc on est en plein dans le thème de la matinée. Les principaux mots qui sont ressortis quand on a posé cette question aux conseillers, c'est RTK, EGNOS, c'est les principaux signaux qui sont sortis. Et puis d'autres signaux dont on n'a pas trop parlé, mais en filigrane, SF1, SF2, RTX, qui sont aussi des signaux, les signaux John Deere, les signaux Trimble, etc. Mais voilà, en gros, ce qu'on peut trouver vraiment sur le terrain. Ce qu'on constate là, c'est finalement les plus mentionnés, c'est vraiment RTK et EGNOS.
et SF1 aussi qui a une bonne présence, et RTX. Je remarque par contre, suite aux présentations ce matin, que par exemple le PPP n'a pas du tout été mentionné. Or, c'est quand même une technologie qui est vraiment utilisée, donc il y a peut-être un manque de visibilité à ce niveau-là. J'ai croisé ces informations avec ce que j'ai pu recueillir aussi en appelant les fournisseurs de services, les fournisseurs de signaux, d'équipements, etc., et qui ont un petit peu la même vision. Alors forcément, ces fournisseurs touchent des agriculteurs qui sont plutôt équipés, et sur ces agriculteurs équipés, quasiment tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une grande partie des agriculteurs qui sont équipés en signaux de géolocalisation. À peu près 80% des agriculteurs qui achètent du matériel sont équipés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils l'utilisent derrière, il y en a beaucoup qui sont équipés mais qui ne vont pas vraiment l'utiliser. Et là, en termes de répartition, on est aussi sur une majorité, quasiment les 3/4, sur des signaux de correction, on va dire, à l'échelle métrique. Alors, je parle d'EGNOS en majorité, mais là aussi, on est sur du SF1 et aussi les signaux de type RTX. Et puis, on a en gros, en moyenne, 30% d'agriculteurs équipés en signaux plutôt de correction centimétrique, avec là du RTK, SF3 et aussi le signal RTX. Donc voilà, on est sur en gros 3/4, 1/4 d'usage de précision métrique par rapport à de la précision vraiment centimétrique. Donc on est quand même sur un taux d'adoption qui est relativement élevé, hein. Bruno l'a bien dit ce matin à l'introduction. Par rapport à d'autres technologies d'agriculture de précision, on est sur voilà, un taux d'usage qui est important, sachant que là, ce que je vous présente, c'est toute filière. Donc forcément, ça va dépendre des filières, et c'est là que je vais insister par la suite de ma présentation. Et on a forcément des grandes variabilités selon les régions, les filières, mais aussi l'accès au réseau, la sensibilité aux personnes, l'accès à un conseiller, l'accès aux concessionnaires, etc. Donc on a des grandes variabilités sur le terrain. Alors maintenant, quels sont les usages? On en a un petit peu parlé ce matin, et puis on en parlera bien cet après-midi. Pour parler d'usage, j'ai choisi de prendre une entrée filière, de décomposer selon les grandes filières agricoles qu'on peut trouver. Et je vais partir de ce résultat qu'on a obtenu lors de l'enquête quantitative auprès des conseillers en agroéquipement, où on voit quand même des différences, alors qui ne sont pas surprenantes, mais qui sont quand même pointées du doigt sur la vingtaine de réponses qu'on a eues. En grande culture, par exemple, on a à peu près les deux grands principaux signaux qu'on peut trouver à peu près à proportion équivalente, c'est-à-dire qu'on va trouver des signaux de type DGNSS, EGNOS, SF1, RTX, etc., des échelles métriques, et on va aussi trouver en grande proportion des signaux de type RTK. Alors que quand on regarde en maraîchage, on n'a que du RTK qui ressort, donc on a l'impression que c'est vraiment un signal qui est associé au maraîchage. En arboriculture, donc pour plein de raisons, je pense qu'on a bien été montré dans les présentations d'avant, notamment en source d'erreur, on est sur des usages beaucoup plus faibles, avec éventuellement la précision plutôt métrique, mais voire pas du tout. D'ailleurs, là, les conseillers ont précisé que non, d'après eux, il n'y a pas du tout de système de géolocalisation de précision qui est utilisé. De même qu'en viticulture. Et en viticulture, on trouve un petit peu de tout aussi. Ça commence avec des signaux de type RTK et EGNOS. Alors, je vais passer en revue, filière par filière, les types d'usages qu'on peut trouver. En grande culture, et je parle par là au sens large, c'est-à-dire grande culture et aussi culture industrielle, céréales, les cultures de type semences, les betteraves, les pommes de terre, toutes ces cultures industrielles, mais aussi de l'agriculture biologique, on va trouver un usage assez généralisé de la géolocalisation, on l'a dit ce matin. Généralisé, et puis un peu toute correction qui est concernée, qui va forcément dépendre des usages. On est sur des corrections plutôt submétriques, donc au-dessus de 10 cm, donc à laquelle répondent totalement EGNOS, etc. Pour des usages classiques, pulvérisation, fertilisation, travail du sol, déchômage, éventuellement suivi des récoltes, bien que l'usage soit plus controversé, souvent associé à des thématiques de guidage. Là, on est sur une précision qui suffit largement pour faire de l'assistante au guidage et de la coupure de tronçons et même de la modulation. Mais on a aussi un deuxième type d'usage qui est cette fois-ci sur la précision beaucoup plus importante, à l'échelle centimétrique, pour du semi de précision, associé à ce semi de précision, du binage et éventuellement du butage. Et là, c'est forcément associé aux thématiques d'autoguidage, on l'a bien vu ce matin. Donc voilà, on a des usages relativement bien répartis entre ces... On a finalement peu d'agriculteurs qui sont équipés de leurs propres balises. Ça, c'était vrai historiquement avec la création du service RTK. Maintenant, la grande majorité des agriculteurs sont abonnés à un service, voire une fédération de coopératives qui se groupent pour acheter une antenne. Et donc, les agriculteurs vont plutôt s'abonner à un service existant, fourni par ces réseaux ou fourni par leurs concessionnaires qui fournissent également ces services. Je vais mentionner juste par rapport aux cartes de rendement. On parle souvent d'agriculture de précision, cartes de rendement, etc. Effectivement, les GNSS permettent d'obtenir ces cartes. Par contre, elles sont encore peu utilisées et c'était assez récurrent de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces cartes de rendement, à quoi ça va servir. Alors, deuxième grand type de filière, le maraîchage.
Et donc là, j'ai été assez surprise de voir que vraiment, selon les régions, il y a des régions pour lesquelles, oui, les maraîchers, les grands maraîchers, les grandes exploitations maraîchères sont équipés dans le Grand Ouest, etc. On est surtout sur des grandes exploitations, donc plusieurs 100 voire 200 hectares de culture maraîchère. Et là, on est vraiment sur de la très haute précision. Comme on l'a vu dans le graphique de tout à l'heure, on n'a quasiment pas d'usage de GNSS à précision métrique. Et là, on est sur l'échelle centimétrique, surtout sur des enjeux de semis, plantation, et de désherbage mécanique, et dans une moindre mesure de butage et de récolte, mais c'est vraiment l'usage semis et désherbage qui a été le plus cité. Alors forcément, là, les enjeux, il y a la précision absolue, passer exactement au bon endroit pour pouvoir biner au bon endroit là où j'ai planté vraiment ma culture. Il y a aussi l'enjeu de circuler à basse vitesse. On est surtout sur des opérations qui vont être vraiment à basse vitesse, et donc ça veut dire qu'il faut que le signal soit robuste, soit intègre, et qui ne varie pas trop selon mes passages à très grande vitesse, à très basse vitesse, pardon. Et forcément, ça nécessite une très grande répétabilité. Là, on a quelques agriculteurs qui sont équipés de leurs propres signaux RTK, donc c'est une petite différence par rapport aux grandes cultures. Et puis, on l'a mentionné aussi, là, on va avoir des usages qui sont associés à la robotique. Forcément, donc c'est un lié aux enjeux que j'ai dit juste avant, mais pour des matériaux plus petits, et puis des exploitations qui ne sont peut-être pas si grandes, mais on commence à avoir un usage qui se développe sur les petites exploitations avec de la robotique. Et les deux autres filières, donc je les ai regroupées puisqu'on est finalement un peu sur les mêmes enjeux, des cultures pérennes, notamment la viticulture. Là, on va trouver des usages en viticulture, on n'en trouve quasiment pas en arboriculture, ou alors surtout en stade d'expérimentation. Les enjeux ici sont surtout de la gestion de travaux et de la plantation. En gestion de travaux, on est sur de la précision, on va dire, pareil, à l'échelle de réglementaire, avec de l'arpentage, de la commande d'intrants, commande de pieds, etc. Donc des enjeux de mesures qui ne nécessitent pas une précision centimétrique. Et puis sur les échelles centimétriques, on va être plutôt sur de la plantation, voire du binage. Mais c'est pareil, là on est sur des usages encore très très faibles. Oui, puis on ne plante pas tous les ans. Et non, et on ne plante pas tous les ans. Les enjeux, là, forcément, c'est que le terrain n'est pas forcément adapté. On l'a dit, hein, forcément, en arboriculture, j'aurai sans doute des perturbations de signaux. Du coup, souvent, la parade qui est trouvée à ça va être des technologies complémentaires. On va être sur du guidage par caméra, par laser, par ultrason. Et encore, ça reste souvent expérimental. En viticulture, l'intérêt qui a été souligné sur la géolocalisation, c'est d'être sûr de ne pas se tromper de rang, d'être sûr d'avoir bien traité le bon rang au bon moment, pas le traiter 2 fois, pas sauter de rang, etc. Donc je crois qu'on aura des témoignages cet après-midi. Et puis de pouvoir faire des travaux de nuit, notamment en période un peu tendue, je pense en période de grande sensibilité au milieu, etc., où il faut pouvoir travailler de nuit, et là on va avoir ce type de besoin. Donc voilà, en gros, par filière, les différents usages qu'on peut trouver. Je ne me suis pas étendue sur le guidage, l'autoguidage, parce qu'on en parlera bien cet après-midi, mais c'est complémentaire forcément à tous ces usages-là. On a des usages, donc là j'ai décomposé par filière, mais on a des usages transversaux, j'en ai parlé un peu. L'arpentage, le tracking, c'est pas une spécificité de l'arboriculture ou de la viticulture, c'est des choses qu'on trouve en grande culture, en maraîchage, et aussi par les entreprises de travaux agricoles et les CUMA qui ont vraiment des gros besoins, et ça commence à augmenter pas mal. Hein. Pour accompagner la gestion du matériel, j'imagine. Exactement, la gestion du matériel. La logistique, la maintenance, savoir tel outil, parce qu'on va plus souvent renouveler le matériel, donc s'il y a des pannes, savoir à quel moment il a été utilisé, etc. Facturer, l'automatisation des factures, alors qui va être permise pas seulement par les GNSS embarqués sur les tracteurs, mais aussi par le développement des petits outils SAM6, Carnot, qu'on va pouvoir greffer sur la machine et qui va permettre d'accéder aux informations de vitesse, de temps de travaux, avec les enjeux de gestion du personnel, etc. qu'il va y avoir. Et là, les questions de précision sont pas très sensibles. Sont pas très sensibles, on n'a pas besoin forcément d'avoir un matériel précis au centimètre. Voilà. Donc voilà en gros pour les usages. Le point suivant que je voulais aborder, c'était les facteurs d'adoption. Alors forcément, ça va varier selon les filières, mais il y en a un qui ne varie pas. J'ai trouvé à chaque entretien, que ce soit par des utilisateurs, des fournisseurs, etc., c'est que le premier facteur d'adoption, c'est vraiment le confort de travail et le gain de temps. Confort pour le machinisme, en termes de fatigue, de veiller à bien travailler, etc. Moins de risque d'erreur, de pouvoir travailler de nuit. Faciliter le travail, se poser peut-être moins de questions, et puis moins de risque de faire des erreurs. Deux autres facteurs d'adoption qui sont à peu près équivalents en termes de nombre de fois où ils ont été cités et d'importance. L'intérêt agronomique, donc là on peut être sur une démarche vraiment d'agriculture de précision. Gagner en précision, un conseiller a cité, l'homme fera jamais mieux que 2 cm, donc c'est une raison autant se doter d'outils qui vont être précis, ça va vraiment nous aider à bien travailler.
les enjeux de répétabilité, être sûr de passer au bon endroit, on l'a aussi bien dit ce matin, une qualité du travail, et puis certains ont cité l'optimisation du rendement, bien que ça soit assez controversé. Certains m'ont dit non, mais en fait, ça ne sert pas à optimiser le rendement, mais c'est pas pour ça qu'on va vraiment s'équiper. Donc il y a un peu les deux aspects, c'est plutôt gagner du temps et avoir de la précision qui va primer. Surtout peut-être optimiser la marge plutôt que le rendement en tant que tel. On l'a bien dit tout à l'heure, la marge globale sur l'exploitation en termes de main-d'œuvre, de temps, de matériel. Et d'économie d'intrants pour faire le lien avec le deuxième volet. Exactement. Là, on va être sur l'intérêt économique, environnemental. Ça a été plus cité même que sur d'autres technologies. On va avoir des enjeux écologiques qui vont sortir. Suivi de la maintenance, je l'ai dit, détecter des pannes, ce genre de choses. Et puis savoir ce qu'on fait. Une citation que j'ai mise, que je trouvais intéressante, il faut se heurter à la réalité pour se faire une idée juste de chaque engin, bien savoir ce qu'on a fait. Des fois, on pense savoir ce qu'on a fait, et en fait, on n'a pas la vision objective de ce qui a été fait. Donc, c'est prendre du recul sur ce qu'on a vraiment réalisé. Donc, en gros, voilà les 3 facteurs d'adoption. Et en termes de frein à l'adoption, alors là, j'avais pas le frein majoritaire qui est sorti, mais on est sur des freins classiques, des outils de l'agriculture de précision. Finalement, à chaque étude, je sens un peu les mêmes, même si les enjeux sont pas forcément les mêmes. Là, les coûts, forcément, ça va concerner le coût, acquérir une antenne, acquérir le bon signal de correction. L'abonnement, débloquer une option, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc des enjeux qui sont liés à ça. Et une spécificité dont on n'a pas parlé, le vol, qui a été cité par plusieurs utilisateurs, avec des craintes d'investir dans un objet qui va être volé. Donc j'avais plusieurs citations qui sont revenues là-dessus. Il existe des objets connectés géolocalisés qui luttent contre le vol. Donc du coup, comme ça, la boucle est bouclée. Oui, ça a été... peut-être que parmi vous, il y en a déjà qui proposent ce genre de service, mais en tout cas, ça a été cité plusieurs fois. Par-delà l'aspect coût, vraiment dépensé, c'est difficulté de mettre en évidence l'avantage économique par rapport à des avantages agronomiques et techniques qui vont être assez évidents. Mettre en évidence l'avantage économique, c'est pas si facile, donc il y a besoin vraiment de référentiels, on en a parlé, les résultats d'Arvalis tout à l'heure, qui sont sur certains types de cultures, mais il y a un besoin peut-être de transfert de ces grilles de lecture d'avantages économiques vers la profession, parce qu'apparemment on manque de visibilité. Le fait aussi que les équipements évoluent très vite, là on parle de géolocalisation, c'est vrai, ça évolue très vite, mais aussi tous les outils associés. Alors certains disaient, voilà, ça évolue très vite, les appareils sont vite démodés et c'est décourageant, on se dit on ne sera jamais équipé comme il faut. Le deuxième grand type de frein est aussi un frein classique, c'est les freins éventuellement techniques avec des craintes sur la fiabilité des signaux. On n'a pas le droit à l'erreur, notamment si on est sur du binage de précision, on n'a pas le droit à l'erreur, donc vraiment besoin d'avoir confiance dans le signal. La complexité, alors pas forcément d'usage, mais d'installation. On parlait de paramétrage tout à l'heure, je pense que, alors c'était pas cité comme ça dans mon étude, mais là j'ai mieux compris, complexité de paramétrer un outil, c'est pas forcément évident de le faire tout seul en lisant une notice en anglais. Le temps d'installation, et puis le fait d'être dépendant d'un constructeur, de ne pas pouvoir se débrouiller tout seul sur sa parcelle, avec éventuellement, si j'ai un souci, mon fer à souder, c'est un frein qui a été cité. Et puis la formation, alors ça va dépendre forcément des utilisateurs. Mais le fait d'être des usages qui sont limités dans le temps, parfois ponctuels, si on utilise un outil qu'une ou 2 fois par an, ça va poser problème. Donc là, ça va dépendre des usages. Certains vont être très réguliers et n'auront pas besoin de formation. D'autres, ça va être des usages ponctuels et je vais avoir besoin d'accompagnement. Et puis le troisième frein, la connaissance de l'offre. On l'a bien vu ce matin, c'est quand même assez complexe de s'y repérer entre les fournisseurs de signaux, les fournisseurs de matériel, d'antennes, etc. Le constructeur, acheter ma console, etc. C'est assez compliqué. Donc il y a vraiment besoin d'y voir clair. J'ai pris aussi une citation que c'est pas facile d'avoir les idées claires et que c'est vraiment la visite souvent des commerciaux qui vont faire la différence, commerciaux ou conseillers, mais qui va permettre de savoir j'ai besoin de tel outil pour faire ça. Justement, ces retours-là sur les freins à l'adoption, c'est des retours d'agriculteurs ou de conseillers, ou des conseillers qui ont une vision des freins d'agriculteurs? Alors c'est une vision des conseillers des freins à l'agriculteur. Par contre, quand j'ai travaillé sur les forums, j'avais les mêmes questions. Je veux faire du binage, vous pensez que j'ai besoin de quoi comme solution? Et là, les agriculteurs échangent entre eux. Il y a vraiment du partage d'expérience à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas du coup des freins de l'adoption du conseiller? Le conseiller lui-même qui n'est pas à la page, qui n'est pas formé, que sais-je? Ouais. Alors clairement, c'est un petit peu mon message clé de la fin, c'est qu'il y a un besoin d'accompagnement et du service après-vente, pas forcément pour le conseiller, mais aussi pour l'agriculteur. Là, pour le coup, à droite, là, vous voyez un graphique où on a posé la question aux conseillers si l'offre en service en GNSS leur semblait claire ou pas. À gauche, elle n'est pas du tout claire, et à droite, en jaune, pas du tout claire. On voit qu'il y a un petit souci. C'est quand même pas trop mal, mais il y a un souci pour beaucoup. L'offre n'est pas très claire, et notamment par rapport à l'usage. J'ai sorti une dernière citation qui dit que, en gros,
là, c'était pour un conseiller qui était assez en avance, hein, qui avait plein de connaissances, etc., qui partageait. Et d'après lui, il dit que le panel global est clair, alors à condition de savoir où trouver l'information. Du moins, c'est plus clair que ça ne l'était avant. Mais il y a un rôle vraiment des conseillers pour bien définir le besoin des agriculteurs. Et c'est là qu'il faut partir de l'usage pour savoir de quoi j'ai besoin. Et donc, définir les besoins d'agriculteurs en premier lieu afin d'orienter les choix devant une offre qui est vraiment très large. Et pour ça, il y a aussi besoin d'un référentiel de comparaison et surtout qu'il soit mis à jour, mis à jour dans le temps, mais je pense aussi selon la région, selon la filière, il y a vraiment des enjeux là-dessus. Des référentiels technico-économiques qui font défaut, du coup. Pardon ? Ce sont des référentiels technico-économiques qui apparemment font défaut. Oui. Et oui, donc il y a besoin d'accompagnement des agriculteurs, mais aussi des conseillers par rapport à cette offre. Ouais. Et justement, est-ce que les conseillers ont besoin de redémocratiser l'intérêt de l'usage du GNSS ? Ou est-ce que, a priori, l'agriculteur sait que c'est utile, mais juste il ne sait pas quoi choisir ? Il y a tous les cas de figure. Souvent aussi, ce qui va marcher, c'est l'agriculteur qui sait que son voisin utilise tel système et que ça marche bien. Donc ça marche aussi, c'est savoir que le voisin utilise. Et parfois, le conseiller a un peu un rôle de fédération. Il va dire, je sais que tel usage, ça a bien marché, là, ça peut bien marcher pour toi, etc. Mais oui, le conseiller va avoir un rôle. Pas pour dire c'est tel système qu'il te faut, mais pour formuler le besoin de l'agriculteur. Lui dire tu as besoin de quoi, mais pour faire quoi, à quel moment, quelle culture, etc. Et aider à formuler le besoin. Et c'est pas tant que la prescription d'un outil en particulier que de l'aider à bien formuler son besoin et ensuite il pourra trouver des réponses. Après j'en ai l'impression, je pense qu'il y a tous les cas de figure, mais c'est l'impression que j'ai. Voilà. Merci beaucoup à tous les participants de l'étude. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je n'ai pas eu forcément de réponse ou accès à tout le monde, donc n'hésitez pas à me revenir vers moi. Il n'est pas trop tard pour mettre à jour du coup l'étude, si j'entends bien. Il n'est pas trop tard pour mettre à jour l'étude. Et merci beaucoup à la GEMA qui va se présenter juste après. Merci beaucoup Nina.